Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de refaire un petit tag, tout simplement parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de monter mes vlogs ces derniers temps. Vous inquiétez pas, il y a pas mal de choses qui arrivent, mais c'est vrai que comme c'était un petit peu short, du coup je me suis dit on va en refaire un. Voilà, il n'y a pas de raison. Du coup j'en ai trouvé un sur la chaîne de Carlos Rece, qui est une chaîne espagnole dont je crois que je vous ai déjà parlé, et qui est un tag printanier, donc je trouvais que ça tombait plutôt bien. Et puis comme ça, je vais pouvoir vous parler encore de livres que normalement je n'ai pas trop cités sur ma chaîne. C'est ce que j'essaye de faire à chaque fois pour essayer de varier un petit peu et puis surtout d'avoir l'occasion de parler de lectures plus anciennes qui m'ont plu ou pas, et éventuellement de vous les faire découvrir, ou que en échange vous puissiez me donner des idées justement de livres dans le même genre. Voilà. Et bien écoutez, on commence avec ce petit tag printanier et on va commencer tout de suite avec le premier point. Question, point. Point, ça va très bien. Où il s'agit de allergies printanières, et donc il faut choisir un livre qui nous irrite. Voilà. Alors, bien entendu, il y en a plusieurs, mais l'air de rien, il n'y en a pas tant que ça quand même, parce qu'il y a une grosse différence entre ne pas aimer un livre et avoir un livre qui c'est physiquement difficile. Voilà. Et donc, pour celui-là, j'ai choisi La Princesse de Clèves. Alors, pourquoi La Princesse de Clèves? Il fait partie de ces quelques classiques scolaires qui, en général, je pense, nous sont conseillés trop jeunes ou pas forcément au bon moment. Et en tous les cas, moi, ce qui me concerne, bizarrement, en fait, on m'a jamais demandé de le lire pour l'école, mais il m'intriguait parce que beaucoup de gens l'aimaient, me l'ont conseillé. Je me suis dit, je vais essayer, et ça n'a jamais marché. Alors, La Princesse de Clèves, est-ce que je peux ne serait-ce que dire que je ne l'aime pas? En fait, même pas vraiment. Encore que si, parce que j'ai lu à peu près une vingtaine de pages du livre. Voilà, c'est tout. Et pourquoi est-ce qu'il m'irrite à ce point-là? Tout simplement parce que cette vingtaine de pages, j'ai dû les lire 20 fois. Voilà, parce que j'ai tellement voulu essayer de lire ce livre, En plus, on m'avait dit, par rapport à d'autres classiques, il est tellement beau, tellement bien, machin. Je me suis dit, non, je vais vraiment essayer. Et j'étais, vous savez, dans cette période où, en tant que lecteur, je me disais, non, si tu commences un livre, tu le finis. Voilà, faut pas... Mais à chaque fois que je prenais ce livre, que je lisais les premières pages, j'avais ma tête complètement ailleurs. Résultat des courses, à chaque fois, il fallait que je recommence. Alors au bout de 3-4 fois, j'ai laissé tomber, j'ai attendu quelques mois, j'ai recommencé. Et puis rebelote, et puis j'ai attendu quelques mois et j'ai recommencé. Donc tout ça pour dire que j'en suis arrivée à un stade avec ce bouquin d'avoir essayé tellement de fois, alors que la première fois ça marche pas, j'aurais dû juste arrêter et puis éventuellement attendre quelques années quoi. Mais voilà, avec Flaubert, ça fait partie de ces quelques livres que je ne veux plus voir autour de moi. Voilà, il ne faut pas chercher à me convaincre, ça, c'est niet. Voilà, c'est dit. Alors, pour le deuxième, il fallait choisir un livre par rapport à... Alors, les jours se rallongent et vous rendent heureux. Donc, il faut un livre qu'on a tant aimé, qu'on aurait voulu qu'il soit plus long. Pour celui-là, j'ai choisi L'âme de l'empereur de Brandon Sanderson. Il me semble dont j'ai déjà parlé vite fait ici. Mais j'ai choisi ce livre parce que ça a été mon premier Sanderson. Finalement, j'en ai lu que 2 pour l'instant, puisque j'ai également lu Elantris. Et j'avoue que j'avais été absolument émerveillée par ce très court roman, parce qu'il me semble que L'âme de l'empereur fait peut-être, en tout cas, moins de 200 pages. Il me semble qu'il était vraiment très très court. Encore que pour d'autres livres, je trouve pas ça court, mais pour celui-là, j'avais l'impression juste d'avoir lu une nouvelle. J'ai trouvé ce monde rempli de magie, mais d'une magie qui a une telle logique en fait que ça fonctionne parfaitement, puisque c'est basé sur une magie autour de la mémoire, autour de ce dont on se rappelle, pour en fait pouvoir reproduire certains objets. Et à partir de cette magie, il y a une sorte de caste de faussaires qui s'est créée, qui sont capables de reproduire des objets, des œuvres d'art, voire même des parties humaines et éventuellement une âme humaine, d'où le titre, justement à la perfection, de façon à ce que personne n'arrive à voir qu'il s'agit d'un faux. C'est un petit peu difficile à expliquer comme ça à l'extérieur du livre, mais j'ai trouvé ce type de magie absolument incroyable. Le fait aussi peut-être que j'ai étudié l'archéologie et l'histoire de l'art, c'est un livre qui nous
qui nous transportent justement dans des œuvres d'art, dans des choses historiques, même s'il s'agit d'une histoire ancienne qui n'existe pas, mais on a vraiment un fort ressenti d'histoire qui ressemble beaucoup à la nôtre quand même. Ça ressemble beaucoup à l'ancienne Chine, et donc bien entendu ça se passe en Chine, donc ayant étudié en plus cette région géographique, et donc forcément ça m'intéressait encore plus, et il y avait des détails justement dans cette histoire de faussaires qui me rappelaient beaucoup de choses que moi j'ai étudiées, sur lesquelles j'ai fait des recherches, et donc peut-être d'où ma fascination supplémentaire, mais j'ai trouvé ce livre absolument incroyable, et je m'étais dit il faut absolument que je lise plus de Sanderson, parce que si tout est comme ça, je vais me régaler. On m'avait dit qu'Elantris, en fait, ça se situait dans le même monde ou le même milieu. J'ai lu Elantris, j'ai aimé, il n'y a pas photo, je n'ai pas adoré. Il y a des détails dans Elantris vraiment qui m'ont beaucoup intriguée. Encore une fois, le système de magie, certains systèmes de caste et de hiérarchie, ça j'ai vraiment adoré. Après, il y a d'autres choses, en particulier en fait les dialogues et la relation entre les deux personnages principaux, j'ai trouvé un petit peu... voilà, c'est des petits détails comme ça qui font que je ne l'ai pas adoré, mais j'ai quand même aimé. Il paraît qu'Elantris, c'est l'un de ses premiers romans, peut-être son premier roman, et que par la suite, bien entendu, il a beaucoup évolué par rapport à ça, mais je n'ai pas du tout retrouvé, par exemple, j'ai pas reconnu le monde par rapport à l'âme de l'empereur. Alors si ça a quelque chose à voir, moi je ne l'ai pas ressenti, mais l'âme de l'empereur vraiment a quelque chose qui vraiment que je trouve unique, et que j'espère pouvoir retrouver si je continue de lire du Sanderson, parce que j'en ai envie, sauf que ces bouquins c'est des machins comme ça, et faut y aller quoi, hein. Après une fois qu'on est dedans, je suis sûre que c'est bon, mais faut se motiver à ouvrir le bouquin en fait, c'est surtout ça, voilà. Alors numéro 3, l'explosion de la nature. Il faut choisir un livre qui nous a surpris et qui maintenant fait partie de nos favoris. Alors, pour celui-là, il y en a plusieurs dont je vous ai déjà parlé, où j'ai eu des très bonnes surprises. Mais je voulais vous parler d'un livre en particulier, il me semble que je n'ai jamais cité ici. Il s'agit de Carnaval de Ray Célestin. C'est un petit peu faux de dire qu'il m'a surprise, parce que c'est un livre qui est en relation avec le carnaval, qui se passe dans les années 20 aux États-Unis. Les années 20 qui est l'une des rares périodes historiques du XXe siècle que j'adore, qui me fascine. Et en particulier aux États-Unis, par rapport peut-être à la musique, à l'art, que j'aime beaucoup à cette période-là, et qui fait que quand je lis un livre qui se situe dans cette période-là, en fait, j'ai toute cette esthétique et tous ces sons qui viennent avec. Ça a été un petit peu le cas avec Gatsby le Magnifique, par exemple, que j'ai beaucoup aimé. Alors pourquoi est-ce que je l'ai mis là, puisque c'est censé être un livre qui nous a surpris? Tout simplement parce que c'est un polar, voilà. C'est un polar, et moi les polars, je dis pas que je n'aime pas, mais les polars c'est très occasionnel, et c'est vrai que j'aime bien en lire de temps en temps, je trouve ça sympa, je trouve que ça change un petit peu, mais je crois que je n'ai jamais eu de polar qui m'ait vraiment ébahi ou quoi que ce soit. Éventuellement, il y a certains Indrid Hasson que j'aime beaucoup, mais celui-là, peut-être parce que ça se passe en Louisiane, peut-être à cause de l'époque, peut-être à cause de tout ça, fait que j'ai complètement adhéré à ce polar. Voilà. Policier veut dire, bien entendu, on se retrouve avec une série de crimes qu'il faut résoudre, avec un flic, comme souvent dans ce genre de livre. Je sais plus comment on appelle ça. Oui, en fait, c'est un polar et roman noir mélangé. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un flic qui a certaines particularités physiques, qui ne rentre pas dans la norme, qui est en dépression, voire alcoolique. C'est quelque chose quand même qu'on retrouve souvent dans le roman noir. Et en plus, l'ambiance de la Nouvelle-Orléans avec... cette espèce de pluie permanente, puisque c'est pendant une saison où il pleut beaucoup, le fait qu'on ait tout le temps l'impression d'être un petit peu dans le noir ou le soir, et quand on rentre dans les bayous qui sont ces espèces de forêts marécageuses, mais qui sont très denses. Pour les personnes qui y sont déjà allées comme moi, peut-être que ça va vous rappeler des choses, mais c'est vrai que je trouve que la Louisiane, que ce soit la ville de la Nouvelle-Orléans ou la nature, les bayous, dégage quelque chose de très spécial, de très particulier, que je n'ai pas retrouvé pour, les quelques autres endroits que j'ai visités aux États-Unis. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose qui fait qu'on a l'impression d'être dans un endroit complètement différent. On n'est pas du tout dans l'Amérique qu'on s'imagine, dans l'Amérique rêvée, un petit peu du rêve américain, ce type de choses. Mais il y a quelque chose de peut-être les traces européennes mélangées à la culture caribéenne, à la culture africaine, à tout ce mélange qu'il y a eu, en plus de la nature, de l'atmosphère et du climat,
fait que la Louisiane a quelque chose de très très spécial. Ce livre, je l'ai aimé pourquoi? Parce qu'on a l'impression de patauger en fait justement dans cette ambiance, dans cette atmosphère, dans quelque chose un peu collant, un petit peu, et qui retranscrit, je trouve, très très bien les crimes et l'enquête, mais pas seulement. Je l'ai déjà reproché à plusieurs reprises. Ce que je n'aime pas souvent dans les polars, c'est la résolution de l'énigme un petit peu où on nous cache des indices ou alors on nous les met bien devant le nez et à la fin de l'histoire, il y a toujours soit le méchant qui nous fait un monologue de 15 pages pour nous dire mais bon sang, mais c'est bien sûr, t'avais pas compris tout ça, ou alors carrément on nous redonne toutes les ficelles, un petit peu comme un livre de coups où on se dit bon bah en fait il aurait fallu que je comprenne ci et ça, enfin c'est un petit peu ce truc là en fait qui me dérange dans les polars. Et bah dans celui-là j'ai pas trouvé ça, voilà. Dans celui-là, la résolution est surprenante, mais sans l'être non plus, c'est-à-dire qu'elle n'est pas impossible à imaginer. Il y a des choses quand même qu'on voit venir, sans pour autant trouver la résolution, mais on comprend la situation, on sent certaines choses qui pourraient arriver ou qui pourraient se passer, et c'est très très ancré. Autant les crimes que la solution, que la résolution sont très ancrés dans la culture locale, qui est quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé la Louisiane et les bayous et la culture cajun et ce type de choses juste comme décor, ce qui est parfois fait pour créer un décor, une atmosphère, et puis après l'histoire, bon c'est l'habituel, mais au contraire, cette histoire est très très ancrée dans tous ces détails, dans toute la culture locale, que ce soit la culture musicale, la culture, ah oui parce que la musique a une importance très très forte aussi, c'est-à-dire que bon, tout le monde le sait, la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, lieu de naissance du jazz, et le jazz a beaucoup d'importance aussi dans l'histoire et dans le roman, donc tout ça fait que on n'a vraiment rien qui nous enlève de l'histoire ou qui nous donne une espèce de distance ou de décor en carton-pâte. Voilà, je ne sais pas comment je peux mieux l'expliquer que ça. Si vous me comprenez, tant mieux. Sinon, je suis désolée, mon cerveau est toujours un petit peu brouillon et des fois, je fais ça pour expliquer un truc très simple. Voilà, désolée. Tant que vous avez compris l'idée de base, je suis contente. Alors, on continue avec la 4e catégorie où il s'agit de « Les températures sont en hausse » et le sang s'altère. Et alors là, il faut trouver un livre qui nous a provoqué des émotions très intenses. Et là, je me suis rappelé d'un de mes auteurs de manga favoris, Tsukasa Ojo, dont j'ai lu beaucoup de choses, que ce soit City Hunter, que ce soit Cat's Eyes, que ce soit Family Compo, qui était absolument génial, mais aussi ses nouvelles, c'est-à-dire les histoires courtes, contenues dans un volume de manga, et pour lesquelles je trouve qu'il excelle. En fait, c'est quelqu'un, je trouve, dans ses histoires, même s'il y a beaucoup d'humour, même s'il y a beaucoup de choses comme ça, il y a toujours quelque chose aussi de plus profond derrière. Et pour cette catégorie en particulier, j'ai choisi La Mélodie de Jenny. Alors, je l'ai lu il y a peut-être 30 ans, donc je ne me rappelle pas forcément des détails. Par contre, je me rappelle qu'il s'agit d'un ensemble de 4 nouvelles qui tournent autour de la Seconde Guerre mondiale. Je me rappelle, c'est peut-être le premier manga avec lequel j'ai versé une larme, où les histoires m'ont profondément touchée. Elle parle beaucoup de l'histoire du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, mais pas que. C'est-à-dire que ce sont des histoires qui se passent au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale et qui sont liées à cette histoire-là, mais qui sont écrites de telle façon qu'on pourrait parfaitement les imaginer se passer dans n'importe quel pays en guerre. Donc c'est quelque chose qui est universel d'une certaine façon et qui m'a aussi appris beaucoup de choses plus en rapport avec le Japon, comme par exemple le traitement des kamikazes, parce qu'on entend beaucoup parler des kamikazes, mais on ne sait pas forcément à quel point ils ont été entraînés, utilisés, etc. Et de savoir que par exemple, ça c'est un truc qui m'avait vachement marqué, que vers la fin de la guerre, en refusant de perdre, ils ont commencé à envoyer tous les derniers kamikazes qui étaient souvent des jeunes de 16-17 ans qui avaient été recrutés pour servir la nation. Vous savez, il y a toujours cette histoire de fierté, mais pas que chez eux, hein. Et où en fait ils ont l'impression de s'engager pour leur pays, de défendre leur pays, alors qu'en fait tout ce qu'ils font c'est servir de chair à canon, parce qu'au final tout le monde s'en fout d'eux et que ce qu'ils vont faire ça va servir à rien, et ils le savent. C'est juste un problème d'afficher sa fierté, voilà. Et de savoir que ces gamins de 16-17 ans, on les faisait boire de l'alcool avant d'y aller parce qu'on savait que sans ça ils risquaient de se battre et de refuser d'y aller. On les mettait tout nus dans les avions parce que le poids des vêtements pouvait influer, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, l'état des avions qui balançaient
S'il y en a qui ne savent pas, les kamikazes, vous savez, ces petits avions en fait qui jetaient, ben, on savait que le pilote allait mourir justement pour essayer de se défendre contre les bateaux, les sous-marins, enfin les sous-marins, forcément ça va pas sous l'eau, vous avez compris ce que je veux dire. Et effectivement, carrément devoir y aller tout nu, bourré, enfin c'est vraiment, et juste de se dire, bah, c'est une opération suicide, tu vas, tu te balances, on va pas gagner, mais c'est pas grave, on va juste leur montrer qu'on est encore capable de faire, d'attaquer quoi, voilà. Et de voir ce type de choses, et ensuite le type de lettres qu'ils envoyaient aux familles, pour leur dire qu'en fait leur enfant, leur mari, leur frère étaient morts pour la nation. Mais quand on sait de quelle façon ils sont partis, c'est vraiment terrible. Franchement, c'est terrible. Il y a donc 4 histoires. Celle dont je viens de vous parler, c'est vraiment celle qui m'a marqué le plus. Ce que je vous ai dit ne change rien à la découverte de l'histoire. Il y a beaucoup de détails et beaucoup de choses dont je ne me rappelle absolument plus. Mais c'était vraiment une des choses qui m'avait beaucoup marqué. Tsukasa Ojo, alors si vous ne connaissez pas, va peut-être falloir s'y mettre. Mais si vous connaissez les dessins animés de City Hunter, c'était Nicky Larson en français je crois, Cat's Eyes, etc. Vous savez que ces dessins sont très très beaux, parce que les dessins animés c'est une chose, mais les mangas, franchement, je trouve que ces personnages sont... Il a des traits, il est vraiment très très bon dessinateur. Bon, forcément c'est son boulot, mais après c'est une question de goût personnel. Au niveau de l'esthétique, même quelque chose qui est connu, on n'aime pas toujours ça après c'est chacun. Personnellement, je trouve que Tsukasa Ojo fait partie des meilleurs mangaka au niveau de l'esthétique, au niveau du dessin. Moi en tout cas c'est mon opinion. Et si vous voulez essayer de découvrir sa plume, ou plutôt son crayon, je vous conseille, si vous voulez faire quelque chose de court, de lire La Mélodie de Ginny entre autres. Par contre vous n'allez pas rigoler beaucoup, mais en le sachant, sachez que beaucoup d'autres choses qu'il a écrit, ça va vous remonter le moral. Voilà. Alors, point suivant, numéro 5, on enlève des couches de vêtements. Alors, il faut choisir des livres avec plusieurs niveaux de lecture et qu'on peut relire en lui trouvant des significations différentes. Alors, j'aurais pu mettre Le Petit Prince, d'autant plus que je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'effectivement, la vision, la façon de lire et l'histoire qu'on en tire est complètement différente selon l'âge auquel on le lit. Mais puisque j'en ai déjà parlé, je me suis dit je vais en choisir un autre dont j'ai déjà parlé, mais peut-être un petit peu moins. Il s'agit de Dune. Dune, qui est le roman le plus vendu au monde quand même. Et pourquoi je le cite maintenant? Tout simplement parce que quand je l'avais lu la première fois, j'avais 10 ans. Je ne l'ai pas lu en entier. Et quand j'avais 10 ans, ça m'avait fait hyper peur. Il y avait plein de scènes qui m'avaient traumatisée. Il y avait des choses que je comprenais, d'autres que je ne comprenais pas, mais qui font qu'il y a des images qui me sont restées jusqu'à maintenant. Du coup, j'avais peur de lire ce bouquin. Je m'étais dit, plus jamais je lis ce truc. Et puis quand le film de Denis Villeneuve est sorti, il y a eu une lecture commune avec la chaîne de Cornelius. Et puis je me suis dit, s'il y a un moment où je dois essayer de lire, c'est maintenant. Et j'en avais pas envie, j'en avais pas envie. C'est peut-être d'ailleurs celui que j'aurais dû mettre dans la catégorie qui m'a surprise. Et finalement, j'ai beaucoup aimé. Non seulement j'ai beaucoup aimé, mais toutes les scènes de discussions politiques, de négociations en général qui me passent, mais là, eh ben j'ai bien accroché. J'ai bien accroché surtout, sans parler de la fascination du désert, des Fremen, effectivement, de toute cette façon de survivre dans un endroit qui n'a pas d'eau. Je vais pas vous raconter Dune, par contre, parce que, bon, voilà. On trouve vite des résumés, et puis avec les films et tout, c'est vite fait. Et sans être un coup de cœur, parce que ça n'a quand même pas été un coup de cœur, mais ça a été une très bonne surprise et un très très bon livre. Par contre, quand l'année dernière, je suis allée voir le premier volet de Dune qui est sorti au cinéma, j'ai l'impression que ça a augmenté mon amour pour ce livre. C'est-à-dire que maintenant, je pourrais presque dire qu'en fait, c'est un livre que j'adore, ce que je n'aurais pas dit après l'avoir lu, juste parce que le film a rajouté une ambiance, des sons, en fait des choses, c'est-à-dire que le bouquin est hyper dense. Et le film est dense sans qu'on en ait l'impression. Il y a beaucoup de scènes contemplatives où en fait il y a tellement d'observations, de choses à observer justement et à assimiler qu'au final ce côté contemplatif est très bien parce que ça permet d'avoir tout l'arrière-plan nécessaire sans forcément passer par des monologues, par des choses comme ça. Ça a été très très bien géré. Je trouve que c'est l'une des meilleures adaptations de livres qui ait pu exister, ou en tout cas que j'ai vu. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on peut le lire de plusieurs façons ? Je pense que ça, c'est à cause de mon expérience personnelle, parce que quand j'ai vu quand j'étais petite, pour moi, c'était un livre d'horreur.
Et en le lisant plus tard, j'y ai vu des choses que je ne voyais pas. Je trouve beaucoup de corrélations avec notre société et en particulier avec le traitement de la nature, avec la façon de survivre dans la nature et en même temps des petits éléments comme ça où je m'en suis rendu compte en le lisant. Maintenant, je ne me rappelle plus complètement parfaitement, mais c'est vrai que plusieurs fois, je m'arrêtais, je me disais, mais en fait, c'est vrai, des choses qui sont complètement applicables à notre monde maintenant. Et pourtant, quand j'ai vu le film qui m'a rappelé des choses du livre, j'ai revu des nouvelles choses auxquelles je n'ai pas pensé quand j'ai lu le bouquin. Voilà. Et c'est pour ça que je considère que on peut en dégager plusieurs significations selon le point de vue avec lequel on le lit. Peut-être selon l'âge auquel on le lit. S'il y en a parmi vous qui ont eu l'expérience de lire ce livre à des âges différents, j'aimerais bien savoir, parce que moi c'était un petit peu extrême quand même, faut l'avouer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis là. Alors, catégorie suivante. Numéro 6, les hirondelles obscures reviendront, ou les hirondelles sombres reviendront. C'est peut-être une expression que je ne connais pas. Alors, il faut choisir un livre de poésie, prose poétique, romantique ou une histoire d'amour qui vous ait ému. Bon. Là, du coup, j'ai choisi un recueil de poèmes qui est très certainement connu de la plupart. Il s'agit des Fleurs du Mal de Baudelaire. Alors, ça avait été une lecture scolaire, mais quand j'étais à l'école, j'avoue que quand on étudiait la poésie, j'aimais beaucoup ça. Depuis, je me suis pas vraiment penchée dessus, j'en ai pas vraiment relu, ce qui est dommage d'ailleurs, parce que je pense que c'est comme le théâtre. Le théâtre, j'en ai relu il y a pas longtemps, je me suis régalée, c'était déjà quelque chose que j'aimais à l'école, et très certainement, si je me remettais à lire de la poésie, c'est pas quelque chose qu'on lit sans arrêt, mais à petite dose, je suis sûre que j'apprécierais tout autant. À l'époque, je sais que j'avais beaucoup aimé Rimbaud, j'avais beaucoup aimé Lamartine aussi, enfin à peu près tout ce qu'on nous donnait, même les poèmes médiévaux à étudier. Et Baudelaire m'avait touchée plus personnellement. Parce que chez Baudelaire, j'ai trouvé pour la première fois des thématiques, des façons de s'exprimer par lesquelles je me suis sentie concernée. Baudelaire a une façon de voir et d'exprimer les cauchemars, l'horreur, la peur. Il fait des comparaisons des fois qu'on peut trouver un petit peu glauques ou macabres et qui finalement moi correspondaient complètement à ma façon de voir les choses, même si ce sont des métaphores et des choses comme ça, mais c'est vrai que ça me correspondait beaucoup, d'autant plus qu'à l'époque j'avais encore pas mal de cours de dessin, d'histoire de l'art, etc. et que ma façon de m'exprimer, en tout cas ce que j'exprimais sur le papier, correspondait aussi complètement à ce type d'imagerie. Donc j'ai retrouvé chez lui une sorte de miroir, pas de miroir de la réalité, mais de miroir de ma façon de percevoir les choses, de les imaginer et de les voir dans ma tête. Voilà. Et donc du coup ça m'avait beaucoup marqué et c'est un livre que j'ai relu plusieurs fois. J'ai du mal à parler tout d'un coup. Désolée. Et c'est vrai que du coup pour moi ça reste le meilleur recueil de poésie que j'ai lu de toute ma vie. Allez, on continue avec le suivant, avec Changement d'heure, un livre qui a fait que vous êtes resté éveillé ou pour lequel vous êtes levé tôt pour pouvoir continuer le livre. Alors cette fois j'ai décidé de mettre un roman historique, un type de roman que j'adore mais que je ne lis pas suffisamment, encore une fois. C'est dommage, il faudrait qu'on ait des journées de 48 heures, sincèrement, mais bon, ça va pas changer tout de suite. Et pour celui-là, j'ai choisi de vous parler de Dissolution de C.J. Sanson, qui est un roman historique qui se passe au temps d'Henri VIII et pour lequel, alors c'est un thriller historique, donc crime et compagnie encore une fois, mais pour celui-là aussi, j'ai trouvé que le côté polar au final était très bien fait parce qu'il s'insérait complètement dans l'histoire, dans l'époque et dans tout ce qui se passait à ce moment-là. Alors pourquoi le livre s'appelle Dissolution? Ça se passe au temps d'Henri VIII. En fait, il s'agit d'un héros, je me rappelle plus de son nom, c'était Shadwell, quelque chose comme ça. Désolée. En fait, le héros principal est un bossu qui mène des enquêtes à cette époque-là, qui juge et avocat, mais qui se penche justement sur des problèmes que les gens ont tendance à mettre un petit peu de côté. Et à ce moment-là, il y a un meurtre qui se passe dans une abbaye et donc il va devoir aller enquêter et pendant tout le roman, il va rester dans cette abbaye pour essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Pendant son séjour dans l'abbaye, on découvre l'histoire, en fait, ce qui s'est passé à cette époque-là sous Henri VIII, puisque au début du règne d'Henri VIII, en fait, la plupart des monastères
qui détenaient beaucoup de richesses, beaucoup de pouvoir, vont être démantelés, d'où le titre Dissolution. Puisque entre le début et la fin du roman, on va donc arriver à cette loi qui va faire que les terres monastiques vont perdre leurs privilèges, vont perdre en fait leur appartenance à l'église, ou en tout cas en partie, et vont être redistribués pour le commun des gens, ou plutôt on va dire pour les copains de la famille royale. Mais bon, donc toute cette histoire-là est entremêlée avec le crime, avec les moines, avec la vie monastique, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les livres historiques qui sont bien faits, parce que malheureusement il y a des livres historiques qui, surtout pour les polars, il y a des polars historiques qui utilisent le contexte historique pour coller un décor, mais qui ensuite ne nous apprend rien, dans le sens où moi, quand je lis un livre comme ça, j'ai envie de m'immerger dans l'époque, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi les choses se passent comme ça, de savoir à quoi tout ressemble, de savoir qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font, quels sont les arts à cette époque-là, quels sont... En fait, j'aime apprendre, c'est-à-dire que ce sont des romans qui sont très concentrés au niveau du temps. Donc, normalement, on devrait pouvoir avoir une image, une sorte de polaroid de cette époque-là, comme si on y était. Voilà, moi c'est quelque chose, moi c'est ça en fait qui m'intéresse dans ce type de livre. Et c'est ce qui s'est passé avec celui-là. C'était un régal, c'est vrai que c'était un page turner, j'avais du mal à le lâcher. Et d'ailleurs j'ai lu par la suite du même auteur Les Larmes du Diable, qui a toujours le même héros, il me semble qu'il y a 8 livres avec le même personnage principal. Et je crois qu'on n'a pas besoin de les lire dans l'ordre. Donc s'il y en a certains dont les thématiques vous intéressent plus, mais on va traverser l'ensemble du règne de Henri VIII avec ce personnage sur les 8 livres. Voilà, à chaque fois avec des étapes différentes. Sur le deuxième, il me semble que c'est par rapport au mariage d'Henri VIII avec Anne de Clèves. Et où justement ils étaient en train d'étudier le feu grégeois, pour ceux qui connaissent. Le feu grégeois en fait qui était une matière extrêmement inflammable et puis qui ressemble un petit peu au gasoil, enfin pas au gasoil mais au pétrole, ça a les mêmes effets, voilà. Donc du coup, pour moi, je trouvais qu'il collait très bien là-dedans, puisque j'ai perdu, enfin pas perdu du temps, j'ai passé du temps justement à essayer de me rejeter sur le livre pour pouvoir en lire la suite. Et comme je dis, pour les polars, c'est quand même pas non plus hyper courant, donc voilà, on peut les mettre là-haut. J'ai jamais fait de classement de polar parce que j'en lis pas assez. Mais aujourd'hui, je vous en ai donné 2 qui sont très bons. Voilà. Alors, catégorie suivante. Numéro 8, il s'agit de couverture printanière. Alors là, j'étais un petit peu coincée parce que j'ai pas beaucoup de couverture printanière. Et j'ai fini par choisir le Paris des Merveilles, tome 1, parce qu'il y a des fleurs dessus. Voilà. C'est tout. Et pourquoi je l'ai choisi? Alors en fait il s'agit d'un livre de fantasy dans lequel on se retrouve dans un Paris merveilleux à la fin du 19e siècle, début 20e. Donc ça a un côté très steampunk, très Jules Verne moderne. Et c'est une histoire dans laquelle on a aussi de la magie, d'où le fait en fait qu'on soit plus dans de la fantasy que dans de la science-fiction. C'est un monde en fait dans lequel Paris coexiste avec un monde merveilleux dans lequel il y a des fées, des dragons et pour lesquels on va suivre les aventures de plusieurs personnages plutôt hauts en couleur, dont des chats ailés qui ont un pouvoir que franchement j'adorerais avoir, c'est-à-dire qu'ils absorbent toute la connaissance des livres quand ils sont couchés dessus pendant qu'ils dorment. Voilà, ça serait vachement bien ça. Alors, ce livre, je l'ai lu il y a un bon moment et je l'avais bien aimé. Encore une fois, le problème, c'est que n'étant pas un coup de cœur, je ne me suis pas jetée sur la suite. Pourtant, j'ai bien aimé, je le trouvais très agréable, mais pas non plus pour me dire « Oh là là, non, il faut absolument que je lise la suite ». Mais à cause du mois de la fantaisie, eh ben, je sais pas pourquoi, ça m'a repris. Et je suis en train de lire le 2e tome que j'ai commencé là il y a quelques jours. Et puis du coup, voilà, je me suis dit, ça tombe plutôt bien, comme ça j'ai ma petite couverture printanière. Et puis ça me permet de me rappeler un petit peu justement l'histoire du premier. Donc très bon livre si vous aimez la fantasy, si vous aimez les choses un petit peu fantastiques, si vous aimez le Paris de l'Art Nouveau, ce genre de choses, je pense que ça vous plaira sans problème. Et puis pour l'instant avec le tome 2, j'avance plutôt bien, c'est une lecture très agréable, l'écriture est agréable, donc pourvu que ça dure. Voilà. Ensuite, numéro 9, les terrasses gagnent des adeptes. Je suis désolée, je traduis au fur et à mesure. Alors il faut un livre dans lequel la gastronomie est importante, alors je n'en ai pas beaucoup. Et je ne pouvais pas éviter de vous reparler d'un livre que j'avais déjà lu. Alors je suis quand même beaucoup revenue sur Beignets de tomates vertes, donc cette fois-ci je l'ai évité. Et à la place j'ai choisi Les délices de Tokyo, qui nous raconte l'histoire en fait entremêlée d'un homme
qui a une petite boutique en fait dans laquelle il prépare des dorayaki. Vous savez, ce sont ces sortes de pancakes avec de la pâte de haricots rouges à l'intérieur, et dont l'ancienne propriétaire, une grand-mère, veut absolument venir l'aider. En fait, tout simplement parce que elle est à la retraite, elle n'a personne, elle n'a pas de famille, elle n'a personne avec qui parler, elle s'ennuie, et elle a fait cette pâte de haricots pendant plus de 50 ans, donc elle sait parfaitement la faire, et ce serait une façon pour elle d'avoir un petit job, d'avoir un petit peu d'argent, et puis en même temps de transmettre son savoir, puisqu'elle est, en étant toute seule, elle ne sait pas trop quoi faire de sa vie. À côté de ça, il y a une jeune fille qui est cliente régulière et qui va aussi se mettre à parler avec ce propriétaire et ensuite avec la grand-mère. Au fur et à mesure de l'histoire, on va découvrir en fait leur histoire à chacun, et en particulier celle de la grand-mère, qui lève le voile en fait sur un passage de l'histoire du Japon aussi qui est assez méconnu, et qui est le traitement de certaines maladies qui étaient jusqu'aux années 80 traitées de façon non médicale, mais plus dans le sens où personne n'a envie de voir ça dans la rue, donc on enfermait ces gens-là dans des asiles, alors qu'il s'agissait de maladies physiques, juste pour ne pas que leur vision soit imposée aux autres. Voilà, alors je n'approfondirai pas ça si vous voulez lire ce livre, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé triste et en même temps intéressant, parce que, encore une fois, il soulève des problèmes où dans notre société, dans notre monde moderne et surtout dans nos pays développés, on a l'impression d'avoir un certain nombre de droits, un certain nombre de choses qui coulent de source, alors que finalement, ça ne fait pas très longtemps que ça coule de source. Voilà, on a tendance à l'oublier. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on ne pouvait pas avorter, on était enfermé dans des asiles pour tout et n'importe quoi, voire juste pour être une femme et de ne pas être d'accord avec les gens. Il y a encore des problèmes de ségrégation même dans des pays développés, enfin il y a beaucoup de choses comme ça, et je trouve ça bon de se rappeler que ce qu'on a, ça n'est pas acquis à 100% et qu'on peut le reperdre du jour au lendemain, parce qu'au final c'est fragile quand ça fait pas longtemps que c'est institué. Voilà. En tout cas, très très bon livre. Si vous voulez découvrir la littérature japonaise, c'est un très très bon début, d'autant plus que c'est un livre qui est vraiment très court. Il me semble qu'il devait faire dans les 200-250 pages. C'était vraiment pas très gros, ça se lit très bien et très vite. Donc voilà. Et le dernier, les problèmes sont moins des problèmes si on est au printemps. Pardon. Et pour ça, il faut choisir un livre qui nous fait nous sentir bien, un livre feel good. Alors, comme vous le savez, c'est pas vraiment une catégorie en général que j'ai. Et du coup, j'ai choisi de vous parler, mais très vite fait parce que je l'ai pas fini, du livre de science-fiction que je suis en train de lire en ce moment, de Walter Tevis, qui est l'auteur du Jeu de la Dame. Pour ceux qui connaissent la série. À la base, je voulais lire le livre et puis finalement, je me suis dit non, je connais déjà la série, je lirai le livre plus tard, je vais en prendre un autre du même auteur. Et j'en ai choisi un autre qui s'appelle L'Oiseau Moqueur. Alors non, ce n'est pas Ne tirez pas sur l'Oiseau Moqueur, ce sont deux livres différents. Et du coup, j'ai choisi au hasard, juste parce que c'est un livre de cet auteur, sans même savoir que c'est de la science-fiction au début. Et je suis en train de me régaler. Et pourtant, c'est un roman qui est déprimant sur certains points. Pourquoi ? Parce que, comme d'habitude, c'est de la science-fiction. Donc ça se passe dans le futur, c'est une société humaine imaginée et qui malheureusement pourrait très bien arriver. C'est d'ailleurs quelque chose qui je pense s'approche dangereusement, avec tout ce qui est en train d'arriver avec les programmes virtuels qui sont en train de commencer à tout faire à notre place, y compris de penser et de créer à notre place. Dans ce livre, en fait, on est dans un futur lointain ou pas, on ne sait pas trop, où en fait les êtres humains ont créé tellement de robots pour tout faire à leur place, que ce sont les robots qui ont pris le dessus. Le problème étant que ces robots, quand ils ont des problèmes, quand ils ont des malfonctions, quand ils ont, plus personne ne sait les réparer, donc en fait ce sont des robots qui eux-mêmes étaient programmés pour ça. Et donc on se retrouve dans un monde aseptisé, insipide et en même temps vide de tout. En fait, les êtres humains n'ont rien à faire. Le but étant quand même, un but que beaucoup recherchent, y compris de nos jours, d'être heureux constamment. C'est-à-dire que la moindre contradiction, la moindre angoisse, le moindre stress, il faut que tout soit éliminé par n'importe quel moyen pour être sûr que les gens soient heureux à 100%. Et résultat des courses, dès que quelqu'un n'a pas ce qu'il veut tout de suite ou ce qu'il veut, hop, tout de suite, allez, une petite pilule, tout de suite,
on relaxe, ça va mieux. Donc les gens sont en permanence défoncés, l'État distribue les médicaments gratuitement, les drogues gratuitement, les joints gratuitement, de façon à ce que les gens soient en permanence en mode peace. Voilà. Sauf que du coup, ils n'ont pas vraiment de job, puisque c'est les robots qui le font. Ils n'ont pas vraiment d'intérêt à faire quoi que ce soit, puisque c'est les robots qui le font. Et très sincèrement, il ne reste plus grand-chose. Et donc, on se retrouve avec, en début d'histoire, un personnage qui lui-même est déprimé avec ce qu'il voit et qui décide de monter en haut d'une tour pour se jeter. Sauf que, en fait, il n'est pas programmé pour. C'est-à-dire que son programme lui interdit de se jeter de la tour parce que c'est un robot. C'est-à-dire que les robots sont tellement développés à ce stade-là, pas tous. Il y a des degrés entre les mécaniciens et puis ceux qui sont vraiment... Que, en fait, pour qu'ils soient développés à ce point-là, on a calqué leur âme, ou en tout cas leur façon de penser et d'être, sur une personne vivante. Sauf que cette personne vivante était elle-même très intelligente, c'était un génie, mais c'était aussi quelqu'un de dépressif et suicidaire. Et donc du coup, ça s'est répercuté, et sur certains modèles, une fois qu'ils ont vu le résultat que ça avait, ils ont réintégré à l'intérieur du programme quelque chose pour les empêcher, en fait, d'atteindre à leur vie. Ce qui veut dire qu'ils sont obligés de vivre jusqu'à ce qu'ils tombent en panne, et juste d'avancer dans la vie et d'être là, quoi, en gros. Voilà. Donc même pour un robot, c'est pas très cool. À côté de ça, ce robot va découvrir une boîte avec des vieux films, et ce sont des films muets. Le problème avec les films muets, c'est que on n'entend pas les dialogues, il faut les lire. Et c'est une époque où on ne sait plus lire. Voilà. Et c'est là que vous allez voir, où je pense que vous allez voir le côté feel good, parce qu'en fait, il va réussir à trouver un humain qui a appris à lire par le plus grand des hasards. Je vous laisse découvrir comment est-ce qu'il en est arrivé là. Et donc, il va l'embaucher pour regarder ses films et traduire, en fait, expliquer ce qu'il peut lire dessus et donc expliquer les histoires. Et on se retrouve avec un être humain qui va réapprendre à lire, parce qu'en fait, son niveau est assez basique, mais qui va devoir réapprendre à lire et, grâce à ça, découvrir des films dans lesquels les gens ont des relations familiales, ce qui n'existe plus à cette époque-là, parce que les relations familiales, c'est du stress. Ça, je pense qu'on le sait tous. Donc, où lui, il vit dans un monde où les gens sont obligés d'être distants, d'être loin, parce que la moindre interaction, même les interactions amoureuses, etc., sauf le sexe, ça, on a le droit, mais il faut que ça soit rapide, et puis après, c'est terminé. Voilà, pour éviter conflit, pour éviter tout ce type de choses. Et donc dans les films, il se rend compte que les gens ont des animaux, les gens ont des enfants, parce qu'ils ne comprennent même pas bien ce que c'est, puisque tout est séparé. Les gens ont des relations, que parfois, effectivement, ils s'engueulent, ils font des choses assez extrêmes, et qu'en même temps, il y a un amour, en fait, entre eux qui l'étonne, qui ne comprend pas, mais qui lui donne envie, parce qu'il se rend bien compte que c'est un lien très fort qui n'existe plus. À côté de ça, il va également... j'essaye de voir ce que je peux vous dire sans trop vendre la mèche, mais en fait, il va aussi découvrir une autre femme qui a un petit peu une façon de penser différente, ne serait-ce que parce que déjà, elle ne veut pas prendre ses médicaments, parce qu'elle ne veut pas être abrutie à longueur de journée, ce qui n'empêche pas d'être déprimée par le monde qui l'entoure, mais à qui il va apprendre à lire. Et elle apprend à lire très très vite, et ensemble, ils vont redécouvrir le plaisir de la lecture, ils vont découvrir des cachettes de livres, en fait, c'est vraiment ça, je trouve, le côté feel good du livre. Quand on aime lire, c'est déjà toutes les questions qui se posent quand on lit, qui pour nous ne se posent pas, parce qu'on sait ce qu'est la lecture, mais pour eux, chaque découverte d'un nouveau symbole, d'un mot, de ne pas comprendre la plupart des mots, donc il faut aller chercher dans un dictionnaire pour comprendre ce que c'est qu'un roman, qu'une nouvelle, et leurs explications qui sont franchement hyper drôles, parce que c'est un petit peu comme un enfant de 2 ans qui est en train de découvrir le monde, quoi. Et ce plaisir, vous savez, ce côté un petit peu explorateur, et de découvrir tout d'un coup des caches, des bibliothèques entières pleines de livres, et justement de se dire que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de prendre les livres et de les lire, et de redécouvrir le monde, de redécouvrir les relations, de redécouvrir l'humanité. Malgré le côté dépressif, je trouve que ces passages-là, c'est un livre, sincèrement, quand je le lis, j'ai un sourire aux lèvres les 3/4 du temps.
ce qui en général, même quand je trouve quelque chose de sympa, je suis pas forcément en mode... Alors que là, franchement, c'est doux, c'est beau, c'est sympathique, et pourtant il y a des enjeux, hein, donc c'est pas non plus un truc contemplatif, mais je trouve ce bouquin exceptionnel. Parce que c'est quelque chose que... J'ai l'impression de lire quelque chose d'unique, dans un style, dans un type d'histoire que je n'ai jamais lu jusqu'à maintenant. Alors je vais essayer de pas trop vous en parler parce que vous allez en entendre parler dans un vlog puisque je n'ai pas encore fini. Voilà. Et donc du coup vous aurez beaucoup plus de détails sur ce livre. S'il y en a qui connaissent cet auteur, qui ont déjà lu d'autres choses de lui, ou même qui ont lu ce livre, s'il vous plaît parlez-moi-en parce que pour moi j'ai l'impression que ce gars n'est pas du tout connu en France. Et si c'était pas pour la série Le Jeu de la Dame, voilà. Ce que je trouve bien dommage parce que je trouve que même son écriture en tant que telle est belle. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, on va quand même finir là parce que le but c'était pas de parler 20 minutes de chaque bouquin. Et puis écoutez, je vous souhaite de très très bonnes lectures et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.